La commercialisation. Dans un système de commercialisation, les artistes réalisent des œuvres qui sont vendues ou diffusées publiquement. La plupart du temps, des intermédiaires professionnels dirigent des organismes qui vendent des œuvres ou des places de spectacle à tout acheteur solvable. Quelques propositions relativement simples permettent de cerner le fonctionnement d'un système de commercialisation. La demande effective est créée par l'ensemble des personnes qui sont disposées à consacrer de l'argent à des œuvres d'art. Elles demandent ce qu'elles ont appris à apprécier et à désirer par suite de leur éducation et de leur expérience. Les prix sont soumis à la loi de l'offre et la demande. Les œuvres que le système prend en charge sont celles qu'il peut distribuer de manière assez rentable pour continuer à fonctionner. Les artistes sont assez nombreux à produire des œuvres que le système peut effectivement distribuer pour qu'ils continuent à fonctionner. Enfin, les artistes dont le système ne peut pas ou n'accepte pas de prendre en charge les œuvres trouvent d'autres moyens de distribution. Ou alors, ils doivent se résigner à une distribution confidentielle, voire nulle. Les artistes peuvent se poser les mêmes questions que lorsqu'ils ont affaire à des mécènes. Quelle sorte de soutien financier apporte le système de commercialisation à ceux qui réalisent des œuvres d'art? Comment rassemble-t-il des publics qui adhèrent aux conventions et aux choix esthétiques mis en jeu dans la réalisation des œuvres? Comment assure-t-il la présentation des œuvres au public, contribuant par là à faire et défaire les réputations et les carrières? Pour les intermédiaires qui dirigent ces organismes, ne l'oublions pas, il importe que les mécanismes de production et de distribution restent relativement réguliers et prévisibles, afin qu'eux-mêmes puissent poursuivre leurs activités et donc continuer à rendre des services au public comme aux artistes en recueillant quelques bénéfices au passage. Les systèmes de commercialisation existants rendent des services appréciables à certains artistes en leur procurant un soutien, des contacts avec un public connaisseur et des occasions de présenter leurs œuvres dans de bonnes conditions. Ils présentent moins d'avantages pour les artistes dont les œuvres ne cadrent pas très bien avec le système et sont très défavorables à ceux dont les œuvres ne cadrent pas du tout. Dans certains systèmes, un entrepreneur investit dans la constitution d'un stock d'œuvres d'un ou plusieurs artistes et fournit un lieu où des clients éventuels peuvent examiner et éventuellement acheter ses œuvres. S'il s'agit des arts du spectacle, l'entrepreneur investit dans la production de manifestations, en général en finançant leur préparation ou bien en garantissant une recette minimum, puis vend les billets. Dans les deux cas, une partie de l'investissement rapporte assez à l'intermédiaire pour lui permettre de continuer à proposer un choix d'œuvres assez large. On peut rattacher les variantes relativement simples de ce système à deux types, celui du marchand galériste et, pour les arts du spectacle, celui du producteur-agent. Ces systèmes de modeste envergure sont spécifiquement ceux qui distribuent les œuvres uniques. À l'autre pôle, on trouve l'entrepreneur qui investit dans la production de multiples exemplaires d'une œuvre destinée à une large diffusion, comme c'est la règle dans l'industrie du disque, dans le cinéma et dans l'édition. On peut regrouper tous ces systèmes sous la rubrique des industries culturelles, comme le fait Paul Hirsch, 1972. Les marchands, Francis Haskell, 1963, et Harrison et Cynthia White, 1965, décrivent le passage des systèmes de mécénat au système dominé par les marchands, les galeries et les critiques. Dans l'Italie et la France des XVIIIe et XIXe siècles, de nombreux négociants et hommes d'affaires fortunés commencèrent à acheter les peintures pour le plaisir et aussi pour afficher la culture et le bon goût qui seyaient à la condition sociale à laquelle ils aspiraient. Dans le même temps, beaucoup de jeunes gens devinrent artistes, attirés par les perspectives de carrière qui semblaient offrir le mécénat. Sous le régime du mécénat, il y avait très peu d'expositions publiques et elles rassemblaient d'énormes quantités de toiles pendant une période relativement brève, afin de permettre à des mécènes potentiels de se choisir des protégés. À l'occasion du salon officiel qui se tenait à Paris, l'État décernait des récompenses qui guidaient le choix des mécènes. Cependant, le nombre des peintres en quête de mécènes dépassait les capacités du système. Harrison et Cynthia White, 1965, estiment que dans les années 1860, 3000 peintres, hommes parisiens reconnus, et 1000 peintres provinciaux exécutaient en l'espace d'une décennie quelques 200 000 toiles de qualité. À aucun moment le système n'a été capable d'écouler contre paiement cette accumulation d'objets uniques, sans sortir du cadre qui était le sien. Bien sûr, il n'était pas nécessaire d'écouler toutes les peintures, et le système naissant des marchands et critiques ne les écoulait pas toutes non plus. Mais il fallait en vendre assez pour donner à l'artiste cette apparence de revenu régulier qu'exigeait sa conception bourgeoise de sa propre existence. Une clientèle beaucoup plus large pour les peintures était nécessaire et il était possible de la recruter. Les marchands acceptèrent
encourager et servir des clientèles issues d'autres milieux sociaux. Les acheteurs potentiels étaient assez nombreux et divers pour qu'une logique de marché pût prévaloir sur un système de relations individuelles. White, 1965. Aujourd'hui, les arts plastiques sont commercialisés dans leur quasi-totalité par un réseau international de marchands. D'après l'analyse du marché de la peinture proposée par Raymond de Moulin, 1967, dans son étude désormais classique, à laquelle les réflexions qui suivent doivent beaucoup, les marchands insèrent l'artiste dans l'économie de la société en transformant des valeurs esthétiques en valeurs économiques, ce qui permet aux artistes de vivre de leur art. D'ordinaire, les marchands se spécialisent soit dans la peinture consacrée, soit dans l'art contemporain. Leurs méthodes commerciales et les aléas économiques de leur activité varient en conséquence. Que les marchands d'œuvres consacrées soient spécialisés dans la peinture ancienne ou dans la peinture moderne, des maîtres de l'impressionnisme aux maîtres du XXe siècle, les œuvres mises en vente possèdent sur le plan culturel un statut de légitimité et sur le plan économique un statut de valeur sûre. Leurs choix artistiques peuvent s'appuyer sur la sélection déjà opérée par l'histoire. Les erreurs de jugement ne se situent guère qu'au niveau de l'identification et de l'authentification des œuvres. Moulin, 1967. Quand bien même ces œuvres connaîtraient une infortune critique, la place qu'elles occupent indéniablement dans l'histoire de l'art leur garantit une valeur permanente. Cette valeur est encore soutenue par le caractère définitivement limité de l'offre. Un artiste mort ne peindra plus, même si on peut découvrir d'autres de ses toiles non répertoriées, et si d'autres artistes morts peuvent, comme cela arrive souvent, s'ajouter à la liste de ceux qui ont laissé une œuvre d'importance historique. Moulin, 1967. En revanche, l'offre de tableaux contemporains est virtuellement illimitée. La vente d'œuvres contemporaines exige un esprit d'entreprise, un certain goût du risque. Le marchand innovateur parie sur une œuvre inconnue. Son objectif est de la mener à l'existence publique et de l'imposer sur le marché. Moulin, 1967. Mais comment cet entrepreneur peut-il savoir si l'œuvre et l'artiste sur lequel il a parlé et qu'il recommande à d'autres auront la faveur du public? Il ne peut en avoir aucune certitude tant que l'histoire n'a pas tranché à travers l'intervention d'un certain nombre de personnes qui partagent son avis et font augmenter le prix de l'œuvre. Les marchands innovateurs s'aperçoivent ainsi qu'ils ne peuvent dissocier les aspects esthétiques et financiers de leurs activités, ni de leur jugement. D'ailleurs, ils ne peuvent attendre que l'histoire ait tranché. Ils s'efforcent de convaincre les acteurs dont l'intervention fera l'histoire, et ce, à travers l'activité de leur galerie. Une galerie met en présence un marchand qui dispose normalement d'un espace où présenter des œuvres d'art à des acheteurs éventuels, un groupe d'artistes, les poulains du marchand, qui ont réalisé les œuvres mises en vente, un groupe de clients qui soutiennent la galerie par des achats réguliers, un ou plusieurs critiques qui publient des commentaires et exégèses et contribuent par là à susciter un intérêt et une demande pour les œuvres des artistes de la galerie, et enfin un groupe plus nombreux d'habitués des galeries qui sont invités au vernissage, viennent voir les expositions et élargissent le public des artistes de la galerie en parlant d'eux et de leurs expositions à d'autres personnes. Les acheteurs potentiels n'ont pas les connaissances esthétiques et techniques des artistes parce qu'ils appartiennent à des catégories sociales moins cultivées que celles des mécènes et parce que la culture du monde de l'art est de plus en plus une affaire d'initiés et procède de sa propre tradition. Kubler, 1962. Les marchands se spécialisent presque toujours dans un style ou un mouvement artistique. Leurs artistes ont des points communs, de sorte que ceux qui viennent dans la galerie sont à peu près sûrs d'y voir des œuvres qui reposent sur des principes et des conventions analogues. Par la fréquentation régulière des expositions d'une galerie, on apprend à apprécier ce style, à voir les possibilités qu'il offre, à découvrir les émotions qu'il peut éveiller, à mieux connaître les artistes et le contexte de leur travail, à saisir les intentions et les bases esthétiques ou philosophiques de leurs œuvres, grâce à la lecture des catalogues et des indications accompagnant les œuvres exposées. Le personnel de la galerie fournit des informations plus complètes et personnalisées aux habitués des galeries, qui se considèrent comme des acheteurs potentiels. Il explique le travail de tel ou tel artiste, voire une de ses peintures ou sculptures, indique ses rapports avec d'autres styles importants ou mouvements actuels, et fait quelques remarques sur l'esthétique de son travail, tout en évoquant les modalités de paiement, l'endroit où le client pourrait placer l'œuvre chez lui, et la façon dont elle compléterait sa collection. Ces informations qui aident à apprécier le travail des artistes d'une galerie se nourrissent de tous les éléments apportés par les critiques et les esthéticiens. Comme nous le verrons au prochain chapitre, les esthéticiens traitent des principes philosophiques qui confèrent une légitimité artistique à tel ou tel genre d'œuvre et un titre à l'appréciation. Les critiques, pour leur part,
restent en prise sur l'actualité. Ils rendent compte des événements qui agitent le monde de l'art auquel ils appartiennent. Des expositions, achats importants, nouveaux mouvements qui ont une incidence sur les réputations et sur le prix des œuvres. Ils exposent telle ou telle théorie dont procède une œuvre ou un ensemble de peintures. Harrison et Cynthia White, 1965, citent un exemple caractéristique de la façon dont certains critiques expliquèrent l'impressionnisme aux acheteurs potentiels de l'époque. Edmond Duranty, ne cité aucun nom, écrivit que dans la coloration, ces peintres ont fait une véritable découverte dont l'origine ne peut se trouver ailleurs. La découverte consiste proprement à avoir reconnu que la grande lumière décolore les tons, que le soleil, reflété par les objets, tente à force de clarté à les ramener à cette unité lumineuse qui font ces 7 rayons prismatiques en un seul éclat incolore, qui est la lumière. D'intuition en intuition, ils en sont arrivés peu à peu à décomposer la lueur solaire en ces rayons, en ces éléments, et à recomposer son unité par l'harmonie générale des irisations qu'ils répandent sur leur toile. Edmond Duranty, la nouvelle peinture à propos du groupe d'artistes qui expose dans les galeries Durand-Ruel, 1876. Des observations de cet ordre aidaient les gens encore épris de la peinture d'histoire académique à apprécier des peintures qui ne représentaient pas des personnages célèbres, ne commémoraient pas des événements marquants et n'exaltaient pas des valeurs patriotiques ou religieuses. Les textes critiques exercent une influence particulièrement forte quand ils démontrent clairement en quoi la création contemporaine s'affranchit de normes anciennes, devenues trop étriquées, et révèle de nouvelles sources de plaisir esthétique. Ainsi, John Tsarkovsky, un critique très influent dans le monde de la photographie, explique pourquoi le livre de Robert Frank, Les Américains, fut mal accueilli à sa parution en 1958, et ce qu'on aurait pu y voir à condition de se dégager des conventions du moment. Les réactions les plus violentes sont venues de photographes et de spécialistes de la photographie qui ont senti à quel point le travail de Frank remettait en cause les normes du style photographique, la rhétorique photographique, auquel adhéraient largement des photographes de tendances très différentes. Ces normes réclamaient un rendu net et précis des surfaces, des volumes et de l'espace. C'était là que résidait le charme et la beauté matérielle de la photographie. Tsarkovsky, 1978. Les Américains, avec le regard très personnel et corrosif que Frank portait sur ce pays à l'époque d'Eisenhower, reposaient sur une compréhension aiguë de la société, un coup d'œil juste et une intuition révolutionnaire des possibilités du petit format, qui tenait moins à une reproduction subtile des valeurs qu'à un bon graphisme. Tsarkovsky, 1978.